cette conférence, c'est qu'est-ce que Facebook Ads vous cache. C'est un peu trompeur, c'est un peu putaclic, excusez-moi. En réalité, Facebook Ads vous cache énormément de choses, mais il y a quand même une doc. Mais c'est juste, on va apprendre à prioriser les choses qui sont les plus importantes quand vous créez des campagnes. D'accord ? C'est comme Google AdWords, il y a déjà la documentation qui est disponible, mais vous ne savez pas par où vous commencer, ni comment faire en sorte que vos campagnes performent. Donc, merci aux sponsors, c'est un peu nos sugar daddy à tous. Voilà, il va falloir les remercier plusieurs fois par slide. Donc, moi je suis Hugo Perrin-Séjourné, je suis grosse marketeur chez deux boîtes qui sont Germinal. Vous avez peut-être vu Grégoire hier qui faisait son talk sur les process de croissance. Germinal aide des startups qui ont levé des fonds et des grandes boîtes à optimiser leurs process grosses et faire en sorte d'aller encore plus vite quand on veut tester des canaux et tester des nouvelles campagnes d'acquisition. Et je passe le plus clair de mon temps maintenant chez Eleus, qui est une boîte de B2B marketing qui aide des boîtes qui ont levé beaucoup de fonds à s'installer aux États-Unis. On leur fait leur stratégie et leur account-based marketing. On aide aussi des boîtes du CAC 40 maintenant. Merci aux sponsors encore une fois. Ok, pourquoi on parle de Facebook Ads, pourquoi on est là? Aujourd'hui, c'est 25% du marché mondial. Ça semble peu parce que Google occupe 50% du marché mondial, mais c'est en croissance forte et rien qu'entre 2015 et 2018, ça a été multiplié par 400 le chiffre d'affaires de Facebook Ads. On était à peu près à 12 milliards en 2015, on arrive à 50-55 milliards en 2018. Donc c'est encore en croissance, ça va aller jusqu'à peut-être 70-80 milliards sur l'année prochaine, enfin cette année, pardon. Pour moi, c'est le meilleur moteur de machine learning du marché. On va en reparler sur l'algorithme. Alors justement, vous, hier, vous présentiez la conférence sur Google AdWords. Pour avoir testé, je pense que Facebook Ads est meilleur. Je vais vous expliquer pourquoi. La plus grande BDD consumer au monde, pareil, vous ciblez les gens sur ce qu'ils sont plutôt que ce qu'ils font sur Facebook Ads, contrairement à AdWords. Alors pourquoi Facebook Ads est à la fois la meilleure et le pire réseau pour faire votre acquisition? Facebook Ads, comme je le dis, c'est le meilleur moteur d'apprentissage publicitaire du marché. Vous lancez une campagne, Ads va vous faire énormément du travail, en fait. Il va automatiquement trouver les audiences qui sont les plus à même de convertir, il va le faire très rapidement. Au bout de 10 000 impressions, vous avez déjà une idée de comment votre campagne va performer, et au bout de 50 conversions, si vous avez un tracking on-site, vous allez avoir une idée de ce que va faire votre campagne sur les jours suivants. Et ils le font assez vite. Concrètement, vous pouvez lancer une campagne et ne rien faire après. Donc Facebook fait vraiment 80% du job pour vous. Mais c'est une fausse idée. L'idée, c'est que si vous voulez vraiment surperformer, les 20% restants à travailler vont être très durs. Et c'est ça dont je vais parler aujourd'hui. Le problème de Facebook Ads, c'est pour ça que c'est pas très bien, c'est que c'est une black box. AdWords est un peu plus transparent sur les résultats qu'il vous donne, les taux de CPC, les impressions. Facebook Ads cache un peu les choses et vous dit pas exactement pourquoi des campagnes ont marché ou pas. Donc à une époque, il était possible de faire des A/B testing à la mano sur Facebook Ads. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que le moteur de machine learning prend tout en main et il faut lui donner toute la donnée, il faut lui donner tout ça, quoi. Juste pour les experts, n'ayez pas peur, je vais parler des audiences personnalisées, c'est un peu pour parler de la puissance de Facebook Ads, pourquoi c'est vraiment été le premier réseau social à faire ça et pourquoi ça a été vraiment le meilleur là-dessus. Donc les audiences personnalisées et les audiences lookalike ou audiences similaires, est-ce que vous voyez à quoi ça correspond? Qui sait ce que c'est qu'une audience similaire, une audience lookalike? Levez la main. Ok, donc on a les 3 quarts de la salle. Bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Audience personnalisée, vous avez un fichier client qui a converti, vous le laissez chez vous, vous importez ça sur Facebook Ads, ils peuvent être retargetés, tout ça. Audience lookalike, c'est le pourcentage de la population française qui correspond le plus à ce fichier client. D'accord? Fichier client, vous pouvez importer des noms, prénoms, autrefois des Facebook ID, ça ne se fait plus, mais email et numéro de téléphone surtout. Et en fait, je vais vous filer des exemples là, qui ne sont pas trop RGPD compliant, mais c'est pas grave, je suis grosse marketeur, je suis aussi là pour vous présenter ça. Exemple, les journalistes. Ok, alors je suppose qu'il y a des gens qui ont fait des RP aujourd'hui, c'est cher les RP, c'est compliqué. Moi à une époque, je vais essayer de hacker les RP. Relations presse, pardon. En gros, vous avez des journalistes qui sont disponibles sur Internet, ils ont des comptes Twitter, ils ont des comptes LinkedIn, vous voulez essayer de les contacter, vous trouvez leur email, mais si vous avez déjà envoyé des emails à un journaliste, ils ne répondent jamais. J'ai essayé de retargeter les mecs plusieurs fois avec des emails à fond, ça ne marche pas, ils ne sont pas disponibles en fait. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais faire en sorte qu'ils aient mon message avant que j'aille les contacter. Comme ça, ils ont déjà vu le nom de ma boîte et mon logo plusieurs fois. Je les ai un petit peu manipulés avant d'aller les contacter par mail ou par téléphone. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, les gens du monde, par exemple, si vous faites cette requête sur Google, filetap xls@lemonde.fr, vous allez trouver des fichiers qui sont un peu cachés sur les sites où il y a des anciens fichiers des journalistes du monde. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle boîte, n'importe quel truc de le.fr. Les gens prennent des photos, un truc un peu comme ça. Vous allez sur LinkedIn et vous récupérez les noms et prénoms, d'accord?
Ok, donc vous avez un fichier Excel, ou vous avez votre base de données LinkedIn, si vous scrapez déjà un peu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mettons que ce soit un journaliste, ça c'est un pote, vous arrivez à récupérer en fait l'user ID qui est dans l'adresse URL. Vous voyez ça en haut là, je pense que c'est suffisamment clair, c'est juste après le / facebook.com. Vous allez en navigation privée, forgot account, pardon. Hop, vous rentrez l'user ID, c'est comme si vous rentriez son numéro de téléphone ou son email. Hop. Et en fait, là vous voyez qu'il y a la requête de l'email qui est présente. D'accord? Vous me dites, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Avec une regex, on va pouvoir trouver un email pattern. Donc first name, last name, par exemple, moi mon mail perso c'est hugoperrand@gmail.com, ça aurait pu être perrand.hugo, tatata. Si vous voulez retrouver des emails B2B, ça se fait un peu comme ça aussi. Donc il y a 5 à 6 patterns que vous allez trouver. Vous mettez ça dans un Excel, vous faites ça automatiquement. Et voilà, c'est long de 8 caractères, c'est Daniel Benoît, donc BD avec une regex. Tout le monde voit ce que c'est qu'une regex à peu près ici? Levez la main si vous savez ce que c'est qu'une regex. D'accord, cool. Bon, je ne vais pas plus expliquer de ça. C'est un code qui vous permet de trouver plein de choses s'il y a un 06 ou un @ dans un email ou sur une page. Voilà, vous trouvez le perfect match, vous faites votre regex, vous arrivez à trouver ça. Hop, deuxième cas ici, pareil. C'est un peu plus compliqué, David Amkomsky, mais j'arrive quand même à le trouver. Ok, ça, c'est pas scalable du tout. Moi, j'ai des codes, j'ai du script pour le faire. Mais l'idée, c'est que avec un code, vous pouvez vous faire une base de données de journalistes, un peu comme ça. Vous pouvez faire la même chose sur LinkedIn, parce que LinkedIn, il y a aussi un truc qui s'appelle Match Audience, où il peut retargeter des personnes. L'idée de faire ça, c'est que moi, pour le B2B, sur les directeurs marketing de grandes boîtes, que je n'arriverai jamais à avoir au téléphone, que je n'arriverai jamais à avoir par email, je les prépare mentalement à recevoir mon message. Je les envoie sur un truc qui s'appelle Jabmo, Jabmo qui target les entreprises par IP, Facebook Ads, LinkedIn, et ensuite je leur envoie un premier email, enfin mes commerciaux envoient un premier email, ça permet de faire x3, x4 en termes de conversion. Donc voilà, ça c'est pas RGPD compliant, donc moi je vous préviens là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme hack? Ça, les noms. Alors, c'est pas Facebook n'aime pas trop ça en fait. Je ne sais pas si vous connaissez cette série qui s'appelle Nathan for You, qui est un truc assez génial, en fait c'est hyper drôle. C'est un mec qui conseille des business sur comment des petits artisans peuvent faire en sorte de booster leur business. Et il trouve des idées complètement farfelues pour essayer de booster les business. Alors là, par exemple, c'est une voyante qui va essayer de booster son business. En gros, il est dans la région de Los Angeles et le nom-prénom le plus commun, c'est comme Albert Dupont ou Martin Dupont, le nom-prénom le plus commun, c'est Maria Garcia à Los Angeles. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va faire une publicité avec Maria Garcia sur les abribus partout dans différentes régions de Los Angeles où il y a beaucoup d'hispanophones, et c'est marqué « Maria Garcia, j'ai une vision à propos de toi. Appelle-moi ». Forcément, vous voyez un truc comme ça qui vous parle, vous appelez la personne, ou voilà, la pub marche. Il n'a pas payé vachement. L'idée, c'est qu'à une certaine époque, sur Facebook Ads, il était possible d'importer des noms et des prénoms, et de ne prendre que des gens Julien, tatata. Par exemple, vous faisiez des trucs personnalisés, vous pouviez cibler les Julien, les Hugo, les Martin. Aujourd'hui, c'est un peu borderline. Facebook ne vous autorise pas trop à le faire. Vous pouvez importer une audience personnalisée en faisant ça, si vous avez une base de données. Et si vous mettez le nom dans la photo, ça pourra passer. Mais voilà, c'est un peu border. Le micro-targeting, on aurait pu faire du micro-targeting aujourd'hui sur les gens qui sont à cet événement-là. Alors c'est un truc que Snapchat fait, qui est le geofencing. Facebook Ads, vous pouvez le faire en fait en mettant le pin sur un endroit, en faisant des exclusions d'audience. Et en fait, si vous créez l'audience avant de lancer la pub, ça passe. Alors il y aura des fois où ça passera pas, mais il faut le faire en fait. Faites les événements, ça peut vachement bien marcher. Moi j'ai eu des très belles campagnes d'acquisition pour des ventes de t-shirts, pour des trucs PSG, OM, ça marche pas mal. Ok. Bon, c'était un petit peu les hacks sur les lookalike audience pour que vous vous rendiez compte à quoi ça sert et qu'est-ce que vous pouvez faire réellement. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de l'algorithme et qu'est-ce que Facebook fait. En fait, Facebook vous ment, mais un peu. C'est-à-dire qu'il ne vous dit pas exactement ce qu'il fait avec vos données. L'algorithme de Facebook Ads, qu'est-ce que c'est? C'est des sauts et des passoires. L'idée, c'est que Facebook Ads, en fait, il a ce qu'on appelle des bucket conversion, des sauts de conversion. Il met l'audience que vous lui donnez, c'est-à-dire vous avez une audience de 500 000 personnes. Il la met dans des sauts de conversion qui sont des premiers échantillons de targeting. Il va voir en fait comment ces premiers échantillons réagissent et après il va plus diffuser votre pub. L'idée c'est qu'en fait, souvent, si une audience ne marche pas, ça veut dire que vous serez enfermé dans des trucs qui ne marcheront pas.
votre score de relevance, de qualité sera abaissé, et c'est pas terrible. Donc il y a un moyen de sortir un petit peu de ça dont je vais vous parler, qui est la question du scaling. Mais l'idée, c'est bien de savoir ça, c'est que Facebook vous teste auprès de premières audiences avant de vous diffuser sur une plus large cible. Donc voilà le truc typique, c'est qu'il apprend au bout de 50 conversions. Bon, il apprend un peu plus déjà avant. Il a besoin de temps quand même. Si vous voulez vraiment avoir des résultats optimisés ou faire des vraies idées sur les campagnes que vous lancez, il faut le laisser un peu tourner. Facebook, Ads, c'est inutile sans un bon tracking on-site. Voilà, moi les trucs, faire venir vachement de gens sur un site et pas savoir ce qu'ils adviennent après, c'est inutile. En fait, c'est contre l'algorithme de Facebook, c'est contre ce que vous souhaitez faire sur votre site. Donc voilà, moi je ne vous conseille pas. Sauf si vous faites du spam, bien sûr. Ok, scaling results. C'est toute la question de cette présentation, c'est ce que Facebook Ads vous cache, c'est-à-dire que vous avez souvent des problèmes. Vous lancez une campagne, elle convertit bien, il y a des bons résultats par CPA, même CPC, peu importe. Et en fait, vous avez envie de doubler le budget, c'est-à-dire que vous voyez que ça marche, vous doublez votre budget, et puis d'un coup, votre campagne part en live. C'est plus possible, quoi. Votre coût double, vous savez plus ce qui se passe. Voilà, vous avez des très bons résultats, puis d'un coup, vous laissez Facebook faire un petit peu sa tambouille et ça part en live. En fait, qu'est-ce qui se passe? Facebook, quand vous lancez une campagne, il part en apprentissage. Okay, il vous dit même, je suis en apprentissage maintenant et j'ai appris. Il y a des indicateurs sur les pubs Facebook Ads. Quand vous changez une campagne, vous changez les images, vous changez les budgets, lui, il va repartir en apprentissage. Il va vous le dire aussi. Mais le problème, c'est que tout ce qu'il a appris de bien, qui avait marché sur votre campagne, ça va être le bordel, il peut complètement perdre les résultats et ça peut être une catastrophe pour vous. Donc en fait, voilà les effets secondaires de ce qui se passe. Vos coûts explosent, donc voilà. Et suite de catastrophes personnelles pour vous. Ok. Réussir son scaling. Donc il y a la méthode que Facebook vous conseille et la méthode que Facebook vous dit pas trop, mais qui est une bonne méthode quand même. La première approche, qui est celle du surfing, c'est-à-dire que vous établissez des règles automatiques sur Facebook en disant « tant que mes coûts restent en dessous de ça, j'augmente mes budgets de 10% par semaine ou 10% tous les 2-3 jours, à chaque fois que Facebook a fini son apprentissage ». L'idée, c'est qu'en fait, vous changez votre campagne et vous ne brusquez pas Facebook. 10% par 10%, ça fait repartir la campagne en apprentissage, certes, mais elle ne va pas repartir entièrement en apprentissage. Donc vous allez garder une part de vos coûts de conversion et ça ne va pas mettre le bazar dans vos campagnes. Vous faites plusieurs itérations, semaine par semaine, avec des règles automatiques. Ou, je vous conseille de faire les deux, évidemment, vous dupliquez le même ad set. Vous dupliquez le même ad set, vous continuez avec le premier ad set, vous laissez tourner, faites du surfing. Enfin, vous dupliquez l'ad set et l'ad set que vous avez dupliqué, vous faites du surfing dessus. Donc vous faites apprendre et vous essayez de le faire progresser, histoire que si jamais la copie que vous avez faite de cet ad set ne marche pas, vous pourrez toujours revenir vers la campagne d'origine. Donc ça pourra toujours tourner pour vous. Voilà, c'est un truc qui est dangereux, il faut bien connaître le scaling de Facebook. Ça, c'est du scaling, ce qu'on appelle vertical. Ok. Ouais. Principe simple, préparez-vous à ce que votre scaling foire si vous voulez doubler votre budget, donc faites gaffe. Augmenter les budgets, c'est du scaling vertical, je viens d'en parler. Maintenant, il y a le scaling horizontal. C'est un petit peu changer ses audiences petit à petit pour que la campagne continue de croître. Vous avez une audience que vous avez fait avec un lookalike de 100 000, 250 000 personnes. L'idée, c'est que cette audience, vous l'étendiez à 200 000, 300 000, même plus de personnes. Que des gens qui soient arrivés sur votre site pour faire votre lookalike audience, vous basiez sur les dernières personnes arrivées. C'est-à-dire que normalement, à chaque fois que vous faites des nouvelles conversions, Facebook est censé améliorer sa conversion, son ciblage. Donc l'idée, c'est d'étendre un petit peu les audiences petit à petit sur chaque nouvelle campagne, faire en sorte que ce ne soit pas violent non plus, qu'ils ne repartent pas trop en apprentissage longtemps. Voilà, un truc de base, comment ne pas organiser ses campagnes. Campagne 1, cosmétique 1, cosmétique 2, c'est un client qui devait me donner l'autorisation de faire le cas d'étude, ça n'a pas été possible, donc voilà. Mauvaise naming des campagnes. Là, un seul ad set, donc pas plusieurs tests, un seul ad set, et pire que tout, attendez, excusez-moi, une seule créative. Donc évidemment, créative, vous mettez plusieurs images, plusieurs types de formats, plusieurs carousels, pour voir en fait ce qui marche le mieux, et Facebook va décider pour vous. Vous pouvez en mettre jusqu'à 100 dans une pub, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est si vous avez énormément de budget, mais l'idée, quand vous avez un petit budget de 30-40 € par jour, vous en faites 5-6 et Facebook va se décider pour vous. Quand je parle de format,
je vous dis juste Instagram, Facebook ou tout ça, vous séparez ça par campagne. Moi, si vous faites une campagne sur Instagram, ce n'est pas un nouveau format, c'est vraiment un truc, vous séparez littéralement la campagne, c'est autre chose. Pareil, vous faites un truc mobile, Apple ou autre chose, vous séparez la campagne. Le bidding. Donc de base, vous avez les enchères automatiques, il faut les connaître. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous ne savez pas quel doit être votre coût cible. Vous commencez avec votre produit, vous ne savez pas en gros qu'est-ce que vous avez comme coût cible de base. Vous n'avez pas à bider sur l'événementiel ou de la forte saisonnalité. Et vous vous fichez de la rétention utilisateur. Donc vous lancez les enchères automatiques, c'est de base sur Facebook Ads. Il n'y a rien à toucher, c'est le truc typique. Ouais. Ça c'est bien. En fait, il y a un truc qui est bien aussi, c'est le lowest cost with bid. Alors, le coût le plus bas avec une enchère. C'est-à-dire que de base, vous avez le coût le plus bas, c'est le truc automatique, mais vous pouvez rajouter une enchère supplémentaire. Moi, à une époque, je faisais du mobile ads, et je mettais que je voulais pas un truc à plus de 2 € la conversion. Sauf qu'en fait, ce qui se passait, c'est que mes pubs n'étaient pas envoyées. Littéralement, il n'y avait pas d'impression, Facebook ne délivrait pas. Tout simplement parce que mes concurrents, vu qu'ils étaient en coût moyen, coût plus bas, mais ils étaient quand même supérieurs aux miens, c'est Facebook qui faisait automatiquement la chose, et bah, il y avait les enchères de Facebook qui mettaient automatiquement mes concurrents devant mes publicités. Donc je l'ai appris à mes dépens. Mais ça marche très bien maintenant et c'est un bon moyen de scaler, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de budget, vous voulez faire des tests et vous voulez augmenter vos budgets au fur et à mesure très rapidement, c'est un bon test à faire. Target cost est recommandé si vous avez envie de tout perdre. Bon bah voilà, c'est pas terrible. Ou sauf si vous êtes dans un événement, un truc à forte saisonnalité, un truc événementiel. Par exemple, vous allez bider sur Noël, Saint-Valentin ou un événement où il y aura un truc qui va se passer en moins d'une semaine. Vous avez envie de enchérir plus haut que vos concurrents pour que Facebook délivre plus votre pub que par rapport à vos concurrents. Il va pas, si vous mettez un truc avec un coût cible à 10 € alors que d'habitude c'est à 5 € pour vous, il ne va pas vous faire payer 10 €. Il va le faire automatiquement augmenter le prix par rapport à vos concurrents, mais il ne vous fera pas payer 10 € par conversion. Donc ça, c'est pas mal si vous voulez prendre l'avantage sur vos concurrents, sur un truc où il y a forcément beaucoup de compétition. Ok, moi c'est comme ça que je prépare mes campagnes, je peux les importer en CSV maintenant avec Facebook, j'ai un petit script pour ça. Voilà, donc avec le body, title, link description, c'est pas mal. Je dis ça juste pour vous inspirer si vous avez envie. Ah, il y avait des gens qui avaient envie de prendre des photos. Ça, vous faites comme vous voulez, hein, c'est juste plus rapide. Audience, voilà, les audiences, je les prépare comme ça me permet de comparer, de les renvoyer à mon client et lui dire qu'est-ce qu'on cible, voilà, parce que lui, ça le rassure, il n'a pas envie de se balader dans le desktop Facebook Ads. Et maintenant, je vais vous reparler un petit peu de l'algorithme. Alors, le score de qualité, moi, ce n'est pas un indicateur qui est vraiment hyper performant pour moi, qui est vraiment hyper un indicateur qui m'indique vraiment que ma campagne va bien marcher. J'ai eu des cas où, tout le monde voit à peu près ce que c'est le score de qualité, c'est comme AdWords. J'ai eu des cas où j'avais des scores de qualité de 7 à 8 sur 10, et pourtant, mes publicités qui étaient marquées avec du 3 à 4 sur 10 performaient mieux en termes de conversion que celles à 7 à 8 sur 10. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément le même algorithme entre le score de qualité et les conversions. Quand une personne délike votre page, vous bloque, c'est un bon indicateur. Ce n'était pas vraiment le cas il y a 2 ans, donc ça ne signifie pas grand-chose il y a 2 ans. En fait, ça indique que les gens aiment votre publicité ou pas. Ils cliquent dessus et l'engagement, c'est cool, voilà. Mais ça ne dit pas forcément non plus que les gens vont convertir par la suite. C'est-à-dire que le message qui peut être sur votre page peut être un peu différent de la publicité que vous présentez aux gens. Et ça peut être déceptif. Donc l'historique du compte, aussi, chose à savoir, l'historique du compte importe sur le score de qualité. Un compte avec du contenu qui est engagé par le passé aura la primeur sur un nouveau compte. J'ai testé ça avec des blogueurs, par exemple, qui lançaient leur Facebook Ads par rapport à d'autres clients, blogueurs, pareil, dans tout ce qui était chaussures, t-shirts et événementiels. Ceux qui n'avaient jamais lancé de pub Facebook auparavant, n'avaient jamais eu de compte auparavant avec des posts, avec de l'engagement, avaient moins de conversions et avaient des coûts par clic qui étaient plus élevés que les autres. Donc l'historique du compte, si vous avez des conversions, si vous avez de l'engagement sur votre compte, vous aurez un peu plus la primeur sur les enchères. Ouais, il faut du temps pour tester, il faut du budget, donc les tests de 5 € par jour, je vais vous dire comment les faire, mais c'est plus comme avant. Avant, il y avait le truc où on peut tester un produit à 5 € par jour pour voir s'il marche, s'il est market fit. Aujourd'hui, on ne peut plus trop faire ça à cause justement du temps d'apprentissage de l'algorithme Facebook. Je vous en parlais, il faut mettre beaucoup de créative évidemment, et surtout multiplier 2-3 adsets et tuer ce qui ne marche pas au bout de plusieurs tests. Mais laissez la pub, une fois que la pub a eu le temps d'apprendre, voilà, vous pouvez la tuer ensuite si ça ne marche pas.
Tracking post-click, chose à savoir aussi, l'expérience utilisateur post-click, elle est importante. Et ça, c'est important pour la conversion Facebook. En fait, il faut que vous puissiez engager votre client post-conversion. Il doit visiter d'autres pages, et ça marche très bien pour du e-commerce, vous avez beaucoup d'autres produits à visiter pour faire du cross-sell ou de l'upsell. Votre client va de lui-même sur d'autres pages. C'est-à-dire que les trackers Facebook verront qu'il y a des changements sur les pages, où est-ce qu'il va, est-ce que la thank you page elle est de qualité, est-ce qu'il reste sur votre page ou est-ce qu'il revient sur Facebook Ads. Et ça, en fait, c'est un peu comme le pogo sticking sur Google, sur le SEO, c'est la pire chose possible pour vous. Donc, il ne faut pas faire un contenu qui est une publicité un peu putaclic avec derrière un contenu qui déçoit sur la page. C'est là le meilleur moyen de niquer ces conversions. Je vais vous reparler du cloaking justement, parce qu'il y en a qui m'avaient posé la question auparavant. Il faut travailler votre site et de la conversion avant de commencer à dépenser beaucoup d'argent sur Facebook, sinon vous allez perdre de l'argent. Donc en termes de conversion, vous avez quelqu'un qui clique sur la pub, il arrive sur un site de e-book, il y a une thank you page qui le renvoie un peu n'importe où dans le site. En fait, l'utilisateur n'est pas du tout content et il fait des clickbacks vers Facebook. Et ça, c'est un mauvais indicateur, c'est ce que vous voulez éviter. Donc travaillez bien votre site, travaillez bien vos thank you pages, travaillez bien là où vous renvoyez l'utilisateur après une pub Facebook. Moi, en fait, j'avais un test avec un fournisseur d'accès à l'énergie, que je ne peux pas citer malheureusement, qui avait des très bonnes conversions. Et puis, un jour, je vois mon taux de coût par lead qui augmente. Et qui augmente fois 2. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient juste changé un truc sur la page de conversion on-page, ils avaient changé la landing page, et en fait, ils avaient complètement fait un truc qui ne renvoyait pas vers le site, qui était un dead end, quoi, une impasse où l'utilisateur devait recliquer vers Facebook Ads ou recliquer vers le site pour naviguer. C'était un truc à ne pas faire. Donc, hop là, excusez-moi. Le no-targeting, quand je vous parlais du fait que Facebook peut faire 80% des conversions à votre place, il le fait suffisamment bien aujourd'hui. Avant, il y avait un truc que tout le monde faisait qui était de mettre énormément de ciblage sur les pubs. Ça se fait pas en fait avec le machine learning parce que plus vous donnez de volume à Facebook, plus il apprend. Donc les audiences en dessous de 100 000, 80 000 personnes, généralement, moi j'évite. C'est pas terrible, sauf si vous avez une niche hyper précise que vous savez comment vous allez l'adresser et que vous la connaissez hyper bien. Le truc du no-targeting, c'est que Facebook peut faire votre job, mais encore une fois, si vous voulez un peu être meilleur que vos concurrents, il va falloir faire autre chose que du no-targeting, il va falloir travailler vos audiences, les audiences lookalike. Mais l'idée, c'est que les intérêts, le ciblage par intérêt peut être dépassé par l'algorithme de Facebook lui-même. Ça, c'est un vrai avantage. Comme je vous l'ai dit, c'est une black box. Donc vous faites un test avec une audience lookalike versus no-targeting pour voir comment ça convertit, qu'est-ce qui se passe. Il faut toujours tester, en fait, il y a des choses où vous pouvez être surpris. La technique des 5 € par jour, c'est toujours possible, oui, pour peu que vous contrôliez l'audience. Donc là, vous faites ça sur des petites audiences, certes, enfin pas sur des petites audiences, pardon, mais le temps d'apprentissage d'une campagne à 5 € par jour va être très long. Et si vous voulez faire un test de marché sur un produit que vous lancez, un nouveau produit cosmétique ou peu importe, c'est pas hyper conseillé de faire toujours du 5 € par jour. Avant, ça marchait, maintenant, c'est plus trop conseillé. Parce qu'avant, en fait, le ciblage par intérêt était suffisant en soi, et après, le moteur de machine learning venait apprendre et ajouter son sel. Là, c'est le moteur de machine learning qui fait énormément de travail. Donc les petits axes qui n'en sont pas vraiment, parce qu'en fait, je pense que la plupart vous en connaissez, mais je vais vous donner un peu mon avis là-dessus. Donc, le ads cloaking. Mettons que votre business ne soit pas accepté sur Facebook. Donc vous faites du dating, du gambling ou d'autres choses peu recommandables. Moi j'avais un client qui faisait des cosmétiques à base de chanvre. Donc il faut savoir que le chanvre c'est un dérivé du cannabis, c'est autorisé par la loi, d'accord. Mais sauf qu'au niveau européen, même au niveau de la loi américaine, les trucs de chanvre c'est pas hyper bien vu. Donc ce client-là, ils avaient fait des publicités pour leurs cosmétiques et en fait ils se sont fait bannir d'un coup sur Facebook Ads. Et impossible, en fait, une fois que vous êtes banni sur Facebook Ads, c'est quasiment impossible de revenir. Il y aura jamais, enfin, j'ai jamais eu d'écho de personnes qui a réussi à contacter un account manager et qui a réussi à se débrouiller avec eux. D'ailleurs, les account managers Facebook Ads sont pas terribles, je tiens à vous le dire. Comment vous faites l'Ads cloaking? Vous cachez vos pubs par rapport à Facebook. Il y a des services qui s'appellent FaceCloaker qui proposent ça. C'est cool, voilà. Bon, en 2017, tout le monde faisait ça. Moi, ce que je vous conseille, ne faites pas ça, tout simplement. Sauf si c'est un side project, si c'est un truc sur lequel vous pouvez perdre votre page et votre compte Facebook. Mais ne faites jamais ça, peu importe ce qu'un article de 2017 ou 2018 a pu vous dire sur le cloaking des ads. Ne cloquez pas les ads, enfin, ne cachez pas les vraies pubs, ne cachez pas le vrai contenu par rapport aux pubs que vous faites. C'est un truc à ne plus faire sur Facebook, c'est très dangereux. Vous vous ferez choper au bout d'un moment. Hein.
Et en plus, il faut acheter des IP résidentiels, il faut acheter des profils, ça coûte extrêmement cher. Ah pardon, bon, alors excusez-moi, on est quasiment sur la fin. Dark posting, je pense que vous voyez tout ce que c'est. Dark posting, c'est réutiliser un post qui a bien marché. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, Facebook, il vous récompense, il donne une meilleure qualité à votre pub, il donne un meilleur score de qualité, quand il y a ce qu'on appelle du social proof. L'idée, c'est que le social proof, c'est tout ce qui est like, tout ce qui est commentaire sur la publicité. Vous avez envie de réutiliser une publicité qui a déjà marché. Donc, comment vous faites? Vous allez vers la publicité qui a marché, vous allez dans les paramètres, et vous arrivez normalement à réutiliser le post. En fait, vous arrivez à retrouver l'ID du post. Et en fait, quand vous créez une nouvelle ad, vous pouvez réutiliser un post déjà présent. Et en fait, en faisant ça, vous pouvez même faire ça avec vos A/B testing, mais en faisant ça, en fait, ça vous permettra d'avoir des publicités qui sont de base, dès que vous commencez une nouvelle campagne, qui sont plus efficaces. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de likes, et vous avez une récompense par rapport à ça. Vous pouvez gérer vos A/B tests avec ça. Moi, il y a une époque où je faisais du step-by-step, c'est-à-dire que je faisais du vue-page. Je mettais une énorme publicité vers des pays où le coût au clic était moins cher. Et je mettais une page vue, d'accord, donc avec avec des photos assez sympas pour que les gens cliquent et like. Et après, je réutilisais cette publicité pour mes campagnes de conversion. Donc déjà, je partais avec un truc qui démarrait, qui était plus efficace de base, sur lequel j'étais avantagé par rapport à mes concurrents. Dernière chose sur le click fraud, il faut savoir que 20 à 40% du trafic web total, c'est des bots, des click farms ou vos concurrents qui essaient de cliquer sur vos pubs. C'est très vrai pour AdWords, c'est un peu moins vrai pour Facebook Ads. Donc, chose à savoir, méfiez-vous parfois des résultats que vous envoie Facebook Ads. Il y a des fraudes, en fait, au clic. Moi, j'ai utilisé quelques solutions contre ça. Alors, il faut savoir que Audience Network, c'est une merde. Moi, je vous conseille de ne pas utiliser Audience Network de manière générale, sauf pour des cas très précis, mais je ne vais pas les résumer ici. En fait, c'est là où vous aurez le plus de fraude au clic. Vous aurez les conversions de moins bonne qualité, et voilà. Et il y a d'autres solutions qui sont Siphon Cloud, Datadome, qui font du bot protection. Donc voilà, récapitulatif, et là j'ai fini. Donc, pixel tracking, traquez votre site, ayez suffisamment de budget pour tester vos ads, utilisez les lookalike audience s'il vous plaît, toujours préférez les cibles cibler plus que moins. Faites attention au scaling des campagnes, augmentez les budgets petit à petit, laissez Facebook le temps d'apprendre. Travaillez votre landing et testez le dark posting si vous pouvez sur votre compte. Et enfin, méfiez-vous des chiffres que vous renvoie Facebook par rapport aux vraies conversions.